J'ai encore le souvenir, dans les années 70, d'un article du Canard enchaîné qui décrivait un certain monsieur Moon, possesseur d'usines en France. Il y était question de méthodes de recrutement particulières. Précisément, ce furent des parcours de jeunes qui avaient intégré l'association pour l'unification du christianisme mondial, le nom officiel de ce que l'on a appelé la secte Moon, qui ont créé à Rennes dans les années 70 la première association de défense de la famille et de l'individu. Peu de temps après, le chroniqueur journaliste du Monde, Alain Woodreau, publiait un livre qui a fait date, au titre évocateur, Les Nouvelles Sectes. Au tout début des années 80, Roger Icor, prix Goncourt 1955, publie son premier livre sur le sujet. Je porte plainte, et il crée peu après le Centre contre les manipulations mentales, connu depuis sa mort sous le nom de Centre Roger Icor. Il y a donc trois dimensions dans la prévention des dérives sectaires. La première, associative, que nous avons juste ébauchée maintenant. La seconde, politique et administrative. La troisième, juridique. Il est difficile de traiter les trois séparément. Aussi, même si cela paraît banal, nous maintiendrons un ordre chronologique. Dans les années 80, l'Église de Scientologie a contesté des impositions auxquelles elle avait été soumise du fait du caractère lucratif de ses activités. Elle estimait que le caractère religieux de ce qu'elle proposait au public l'exemptait d'impositions sur des activités commerciales. Le Conseil d'État ne l'a pas entendu ainsi et a refusé à l'Église de Scientologie l'exemption des taxes qui étaient réclamées par l'administration. En 1997, la Cour d'appel de Lyon a statué sur une affaire qui datait de plusieurs années. Sur l'insistance plus que pressante d'un responsable de l'église de Scientologie à Lyon, qui voulait lui faire contracter un prêt bancaire pour financer une thérapie de l'église de Scientologie, un homme s'était défenestré. Son épouse s'était constituée partie civile. D'autres affaires avaient été jointes et la cour d'appel avait statué que peu importait que l'église de Scientologie se prévale d'une vocation religieuse, et elle avait le droit de le dire si elle le souhaitait, mais si des fautes ou des délits étaient commis au sein d'une activité, même religieuse, la loi pénale s'impliquait. Les responsables scientologues auraient souhaité que la nature religieuse invoquée les mette à l'abri de toute poursuite pénale. Cette décision judiciaire a parfois été déplorée dans la mesure où la peine de prison du principal prévenu avait été infirmée. Mais pour nous, il pose le principe que la nature religieuse supposée ou réelle d'une activité n'en exempte pas ceux qui l'exercent d'un risque de poursuite. Par souci de cohérence, faisons un saut dans le temps. De la même façon, tout récemment, s'est terminé il y a une année le procès de la ferme des Deux Soleils située à Servance, en Haute-Saône. La Cour d'appel de Besançon avait statué dans le sens qu'un projet commun de nature écologique et de bien-être n'exonérait pas pénalement l'auteur d'un abus de faiblesse. Le droit pénal, comme d'ailleurs le droit civil ou le droit administratif, ne protège pas de poursuite quiconque professe une quelconque doctrine, qu'elle soit religieuse, écologique, thérapeutique, dès lors qu'une infraction est commise. Les lois de la République priment sur les règles internes de toute communauté soudée par une idéologie. C'est une dimension de la laïcité à la française. Également dans les années 80, Roger Icor, au nom de son association, se présentait au bureau du ministre des Affaires sociales pour lui demander l'octroi d'une subvention afin d'éviter une plaquette destinée à la prévention. L'association dont il était président l'a édité grâce à cette subvention. Il a fait distribuer gratuitement ce document qui recensait l'ensemble des gros groupes sectaires connus à l'époque. L'Église de Scientologie ne s'est pas pourvue contre l'association au titre du droit de la presse pour contester le contenu de cette brochure qui décrivait le contexte de chacune et les méthodes contestables.
l'Église a plutôt choisi de contester devant le juge administratif la décision du ministre d'accorder une telle subvention à l'association, arguant du fait que son contenu, dès lors qu'il était hostile à certains groupes, était constitutif d'une atteinte à la laïcité. L'Église fut déboutée d'abord par le tribunal administratif de Paris, puis par le Conseil d'État qui estimait qu'il n'y avait pas lieu de donner satisfaction à la requérante en raison des risques, notamment pour les jeunes, que présentaient les groupes habituellement appelés sectes, une formule qui fera date et sera reprise ultérieurement dans d'autres décisions judiciaires. Pour faire vite, mentionnons également le premier rapport sur le sujet demandé par le Premier ministre Pierre Mauroy au député Alain Vivien. Plus d'une dizaine d'années après, ce sont les parlementaires qui se sont autosaisis et un rapport malheureusement quelque peu oublié mais qui nous semble garder toute son actualité a été rédigé par le député Jacques Guyard. Les rapporteurs ont insisté sur le fait qu'il ne fallait pas proposer une législation spécifique pour préserver la laïcité et les principes républicains. Mais surtout, les rapporteurs avaient également fait leur le résultat des enquêtes des renseignements généraux. Les services de police avaient retenu des critères que les parlementaires ont repris, tels l'embrigadement des enfants, la déstabilisation mentale, le détournement des circuits économiques et financiers, la multiplication des procédures judiciaires. Il y avait 10 critères dès lors que l'un d'entre eux s'appliquait à l'encontre d'un mouvement ou d'une association, les services de police le traitaient comme groupe sectaire. Sur cette base, les parlementaires ont repris la liste établie par les renseignements généraux et qui figure en annexe du rapport. Mais comme souvent en conclusion des rapports parlementaires, le rapporteur faisait des préconisations. L'une d'elles était la création d'un organisme interministériel destiné à surveiller l'évolution du phénomène sectaire. Suite à cette recommandation, était créé l'Observatoire interministériel des sectes. Parallèlement, cette période voyait se multiplier les brochures de prévention rédigées par les ministères et notamment par Jeunesse et Sport. Lionel Jospin présent à l'hôtel Matignon, l'Observatoire interministériel fut remplacé par l'ancêtre de notre Mivilude. La mission interministérielle de lutte contre les sectes fut confiée à Alain Vivien, auteur du rapport qui porte son nom, et qui, avant d'occuper ce poste, présidait le centre Roger Icor. Tous les ans, le président de la mission remettait au Premier ministre un rapport annuel qui comportait notamment une étude de cas. Il nous arrive encore de nous reporter à l'étude de cas du rapport de la mission pour l'année 2000. Elle portait sur la mouvance de Steiner et étudiait notamment la médecine, les écoles Waldorf, la nef. Et pendant la même période, sous la période de présidence de Jacques Guyard, une mission parlementaire se réunissait sur le thème « Les sectes et l'argent ». Le rapporteur était Jean-Pierre Brard, qui, contrairement à la majorité des parlementaires, se prononçait clairement pour une législation spécifique. Au cours de l'un de ses mandats, par exemple, il aurait voulu que soit examinée une proposition de loi permettant à un maire de refuser le permis de construire à une association cultuelle si celle-ci se trouvait sur une liste révisée établie par décret et révisée chaque année. Petite parenthèse, notre association n'a jamais sollicité de législation spécifique. À la suite de ce rapport, 3 institutions de la mouvance anthroposophique ont poursuivi Jacques Guyard au titre du droit de la presse. Le prévenu fut lourdement condamné en première instance, mais relaxé en appel. Avec l'élection de Jacques Chirac, Alain Vivien présente sa démission spontanément et après quelque temps d'incertitude, la mission interministérielle de lutte contre les sectes fut remplacée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il y avait une inflexion dans le changement sémantique. L'État ne combattait plus des groupes en tant que tels, mais plutôt des glissements vers des méthodes répréhensibles et des procédés que la morale ou le droit ne pouvaient pas admettre. Plusieurs présidents se sont succédé, un préfet dont nous conservons d'ailleurs le meilleur souvenir, M. Roulet, ainsi que des personnages politiques. Et sous la présidence du dernier président, M. Serge Blisco,
La mission était présente tous les ans à nos journées et nous donnait chaque année un éclairage enrichissant. Le personnel était composé de conseillers issus des ministères concernés et dont certains sont restés très longtemps en poste. Ils se sont pris de passion pour leur travail. Les associations avaient ainsi au sein de l'administration un interlocuteur tout trouvé qui les comprenait et qui les écoutait bien entendu dans le respect de l'obligation de réserve prévue par la jurisprudence administrative. À l'heure où nous écrivons ces lignes, à la fin de l'été 2020, nous savons que les conseillers de la mission ont dû déménager en urgence dans un local provisoire. Ils doivent être intégrés au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation au sein du ministère de l'Intérieur. Le secrétaire général du dit comité assurera les tâches qui incombaient au président. Cela a été décidé dès le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement Castex. Mais depuis que M. Serge Blisco a quitté ses fonctions, la mission a fonctionné sans président. Pendant plusieurs années, la secrétaire générale de la mission, une magistrate, était devenue une habituée de nos journées. C'était il y a une dizaine d'années. Le fonctionnement sectaire nous semble porter atteinte au fonctionnement des institutions républicaines, de l'ordre public, dans toutes les définitions qu'en donne le droit pénal, le droit civil et le droit administratif, ainsi qu'aux droits de l'homme énoncés tant par la Déclaration de 1789 que par les textes européens et onusiens qui s'imposent en droit français. Et plus particulièrement en ce qui concerne la France, la tradition laïque de notre pays, dont fait partie intégrante la liberté de conscience telle que l'énonce la loi de 1905, n'est pas soluble dans le sectarisme. Sur le problème des dérives sectaires, la Cour européenne des droits de l'homme est fluctuante et, pour faire bref, craint toujours de cautionner des discriminations religieuses, notamment dans les affaires de garde d'enfants. Toutefois, elle s'est refusée, saisie par les témoins de Jéhovah, de faire condamner la France lorsque l'UNATFI fut reconnue d'utilité publique. Et surtout, elle ne condamna pas la Confédération helvétique lors d'une procédure qui l'opposait au mouvement raélien suisse. La ville de Neuchâtel avait refusé aux requérants le droit d'utiliser des panneaux qui lui appartenaient pour faire une campagne d'affichage. Ce mouvement n'exclut pas la méditation sensuelle et des pratiques auxquelles les mineurs sont mêlés. Des procédures judiciaires ont abouti en France, en Belgique, en Suisse. La Cour a estimé que des limitations légères pouvaient être apportées aux campagnes publicitaires afin que la collectivité publique ne soit pas associée à des pratiques répréhensibles. Si bien entendu c'est avec plaisir que nous ferions la connaissance du responsable du ministère de l'Intérieur qui couvre les missions de l'organisme que nous connaissons habituellement, nous pouvons également craindre, mais sans que ce soit une fatalité, une dilution des dites missions. Et c'est à nos associations qu'il appartient d'agir pour les préserver. Pouvons-nous terminer par une suggestion? Le secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme, par ailleurs actif au sein de notre cercle, avait animé un collectif pour le maintien de la mission interministérielle pendant quelques mois. Pourrions-nous suggérer que des contacts soient repris entre les associations qui le veulent bien, et notamment en premier lieu les organisations syndicales, les mouvements d'éducation populaire qui se réclament de la laïcité pour veiller de concert à ce que la vigilance de l'État face aux dérives sectaires perdure. Enfin, last but not least, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour une présentation peut-être trop sommaire. J'aurais pu faire peut-être un travail plus universitaire, plus fourni, mais honnêtement, il m'a semblé qu'il valait mieux me servir de mon ancienneté dans la prévention du sectarisme et de rédiger un texte plus militant que de faire étalage de connaissances académiques qui auraient été sans doute incompatibles avec le format d'une visioconférence. Merci.